Vous avez sûrement reconnu les génériques tels qu'on l'a annoncé depuis plusieurs heures. Jean-Marie Kassamba nous a rejoint sur ce plateau pour les dessous des cartes. Il va nous dire comment va le monde, l'Afrique et la RDC, bien évidemment. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ochokoum, Christopher, que tout le monde félicite en ce moment. Ah, ça me va tout droit au cœur. Quelqu'un m'a dit avant-hier, il est beau, jeune et talentueux. Merci beaucoup à cette personne-là. Mais moi, j'aime plus particulièrement vos compliments à vous en tant que formateur et père. Merci. Et on va commencer avec vous parce qu'on veut savoir, il y a des choses que l'on doit savoir. Vous êtes les spécialistes en la matière, République démocratique du Congo, région des Grands Lacs. On a vu l'Afrique pratiquement en ce moment séjourner à Kinshasa. Autant de chefs d'État, ça a d'ailleurs bouleversé un peu la circulation à Kinshasa, beaucoup des embouteillages, beaucoup des photos interprétées d'autant de manières. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'à travers cette manifestation, la diplomatie congolaise se porte mieux que jamais ? Bon, d'abord, à plusieurs titres, c'est de la réciprocité. D'ailleurs, réciprocité au minimum. D'abord, notre président, en tant que président de l'Union africaine, devrait avoir suffisamment et beaucoup de visites ici. D'abord, parce qu'il doit faire beaucoup d'intermédiations. Et en tant que président en exercice de l'Union africaine, il doit régenter beaucoup de dossiers. Et donc, quand on voit des émissaires venir ici, des chefs d'État venir ici, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, lui-même, il voyage énormément. Et donc, partout où il va, ses homologues peuvent lui rendre, on va dire, la politesse. Donc venir au Congo, c'est une très bonne chose. Et puis, c'est pour des manifestations, on va dire, continentales. La conférence sur la masculinité, la conférence sur la transition écologique. Tout ça, si ça ne concerne pas seulement la RDC, ça concerne le monde. Par exemple, DRC... Business Africa. Oui, Business Africa. Ça, c'est parce que nous sommes le centre. Avec nos minéraux, comme a dit Paloukou, on va pouvoir jouer un rôle dans cette transition écologique pour que le monde puisse bien protéger l'environnement, etc. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Bien au contraire, on devrait avoir plus que ça. Maintenant, il y a des présidents qui sont venus pour des raisons d'ego personnel ou des calculs politiciens, tout simplement. Vous prenez par exemple Macky Sall. Macky Sall est venu parce que c'est lui qui va succéder à Félix Tshisekedi l'année prochaine. Et donc, il est venu un peu, je dirais, par convivialité, on va dire ça, en train de préparer encore le terrain pour que le jour où il va y avoir remise et reprise avec Félix Tshisekedi, que Félix Tshisekedi fasse les déplacements soit d'Addis Abeba, soit peut-être aller lui rendre visite au Sénégal. Donc, on comprend bien que lorsque Félix Tshisekedi a pris le commande de l'Union africaine, il n'est pas venu. Macky Sall n'est pas venu parce que dans la tournante, c'est lui qui devait venir. Ramaphosa, qui devait normalement être là pour donner les bâtons de commandement avec Tshisekedi, le Sud-Africain, il n'est pas venu non plus. Sassou Nguesso, il était chez lui à Brazzaville, avait organisé des manifestations là-bas, oui. Alors qu'il devait être normalement au niveau d'Addis Abeba pour cette activité-là. Lui qui gère notamment les dossiers de la Libye, c'est un dossier très très costaud. Bon bref, ils sont tous là, enfin une partie, moins de 10, mais c'est tant mieux. Kagame est ici. Justement, aussi. Vous ne l'avez pas encore cité, alors que sa présence, bien évidemment, a fait débat. On sait comment le président de la République le présente comme son frère. On sait comment il s'est permis de tacler 2-3 fois dans les médias internationaux. À chaque fois que Félix Tshisekedi a tenté de lui voler un tout petit peu la vedette, il est revenu à la une des médias avec des déclarations, comme vous le savez, sulfureuses. Il est à Kinshasa en ce moment. Et bon, Kagame, il est un peu fourbe. C'est le terme. C'est quelqu'un qui joue souvent en double titre, dans une duplicité très, très maligne, comme ça, un peu propre aux gens de l'Est. Avec Joseph Kabila, il était comme ça. Avec Mouzé, il était comme ça. Et donc, ce qui l'intéresse Kagame, c'est ses intérêts. C'est les intérêts du petit Rwanda qui a comme, on va dire, relais la RDC. Et c'est de la RDC qui tire Kagame beaucoup de faveurs, beaucoup de richesses, etc. Et ils aimeraient bien que la RDC soit en déstabilisation continue pour que tout revienne au Rwanda. Notre président, il essaye de jouer à l'apaisement pour ne pas être en conflictuel comme Mouzé ou comme Joseph Kabila, voulant d'abord renforcer la RDC pour demain peser sur le Rwanda. Et le Rwanda a compris bien ça. Donc, de temps en temps, Kagame essaie de faire
comme si il joue le jeu du partenariat de mon frère, mais en réalité, c'est pas ça du tout. La preuve, il a installé, il y a des Rwandais qui sont chez nous, à l'est là-bas, dans la Brousse, ces groupes armés. On a même évoqué la construction d'un village rwandais. Mais dans le Massissi, tous ceux qui explorent l'est, ils vont vous dire que la plupart des fermes là-bas, ça n'appartient pas aux Congolais, ça appartient aux rwandophones qui sont dans les Massissi. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont dans les Massissi. Il y a les Hutus, il y a aussi un peu des Tutsis qui sont là-bas. Et donc, s'il vient construire un village ici, ce n'est pas un village qui sera habité majoritairement par des Congolais, ce sont ses compatriotes qui vont habiter certainement dans ces villages-là. Et il ne faut pas oublier, depuis toujours, les Rwandais ont toujours développé des territoires, parce que c'est un petit pays. Donc, déverser suffisamment de Rwandais chez nous, ça serait l'idéal. D'ailleurs, on a toujours stoppé le retour des Hutus au Rwanda parce qu'il n'y a pas de l'espace, parce que ça va faire de la concurrence, pour ne pas dire de l'opposition alors massive au niveau du Rwanda, etc. Et c'est que je constate avec regret, pour ne pas dire avec stupéfaction, c'est souvent nos compatriotes qui font beaucoup de bruit lorsque Kagame est chez lui. Mais Kagame vient à Kinshasa, il se balade, il a même dormi. On n'a même pas vu une seule manifestation, ne serait-ce que d'expression. Vous savez, quand Trump va au Moyen-Orient, ou il vient à Paris, ou il vient à Londres, vous voyez les Londoniens ou les Parisiens, ils vont manifester. Pourquoi vous l'avez accueilli ici? Kadhafi, moi j'étais à Paris, lorsque Kadhafi était venu invité officiellement par, à l'époque, Nicolas Sarkozy, eh bien, il y a eu beaucoup de manifestations. Kagame est à Kinshasa. Tous qui ont toujours dit Kabila a vendu le pays, Kabila rwandais, voilà, Tshisekedi a vendu le Congo aux Rwandais, etc. Il a signé des partenaires avec les Rwandais. Kagame est là, ils font rien. Ils vont attendre quand Kagame va prendre son avion, il va rentrer chez lui, ils vont vociférer depuis Kinshasa. Voilà. C'est tout simplement, on va dire, notre côté. On va dire, oui, les Congolais sont hospitaliers, ils n'aiment pas déranger les autres, mais ne pas déranger les autres ne veut pas dire vous exprimer. Nous sommes dans une démocratie. Si vous n'êtes pas content, vous descendez dans la rue avec Caligo, sans casser. Vous venez même là où il est logé, vous devant là, vous manifestez, vous allez sur Internet, etc. Peut-être nous sommes suivis dans la diaspora aujourd'hui. Moi, ça me fait un peu rire. Je vois des petits commentaires sur ah voilà, le président Tshisekedi était derrière, Kagame était devant, sur les tapis rouges. Mais bon, si Tshisekedi par politesse ou par, on va dire, convivialité, il laisse son hôte passer les troupes en revue, et puis ça c'est anecdotique. C'est pas ça qui est plus important. Ce n'est pas ça qui montre que Kagame domine notre président. Bien au contraire, c'est une élégance, on va dire, présidentielle, de chef d'État. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, là où j'interpelle nos compatriotes, c'est que là où il y a débat, là où ils doivent présenter les choses d'une manière, on va dire, rationnelle, offensive, avec fierté, ils ne le font pas. Mais là, il faut s'insulter, hein? Montrer combien on est indécent, on est insolent, etc. Il n'y a pas d'incidence. Eh bien, ils vont vraiment exceller. Voilà. Mais il y a un autre sujet qui les a peut-être préoccupés au point d'oublier que Kagame était à Kinshasa. C'est ces articles pompés à longueur de journée depuis vendredi passé. Ça fait une semaine aujourd'hui. Chaque jour, on est bombardé à travers tous les médias. TV5, France 24, RFI. Vous avez prévenu à l'époque. On pensait que ça allait prendre beaucoup de temps, mais à peine 2 semaines après que vous ayez lancé l'alerte, on s'est retrouvé avec ces enquêtes, en guillemets, entre les mains. En même temps, justement, on a vu Joseph Kabila qui n'était pas au Congo rentrer. Le braqueur rentre au pays où il est recherché. Comment Joseph Kabila se porte comme un charme. Il est rentré hier après avoir fait 10 000 kilomètres de route. À l'aller comme au retour. C'est un homme serein. Il était parti pour ses études. Il en a profité pour rencontrer ses anciens homologues, beaucoup de personnalités, beaucoup de Congolais, beaucoup d'universitaires, parce qu'il a beaucoup, en ce moment, de contacts avec le milieu scientifique. Et ça lui a permis de aussi prendre un peu de l'air, d'être, on va dire, frais. Et il est revenu frais, même s'il a beaucoup conduit. Il est serein. Pourquoi il est serein? Parce que, je vous l'avais dit ici,
il se développe depuis un certain temps, ce qui était depuis les 2010, une certaine kabylophobie, les Congo bashing, le Kabila bashing, mais dans un microcosme de une certaine presse, on va dire manipulée, internationale, manipulée. Ce sont les individualités, ce n'est même pas des organes de presse. Quand on vous dit BBC, ce n'est pas la maison BBC. Ce n'est pas l'organe British, la compagnie britannique des corporations de médias. C'est un correspondant, un journaliste qui travaille, un journaliste qui travaille pour la BBC, qui est ici à Kinshasa, qui a rencontré un Américain qui travaille pour GEC. GEC, c'est groupe d'études sur le Congo, géré par Stern, qui est à New York. On a donné un peu de moyens. Les interviews ont été effectuées ici, à l'hôtel, comment ça s'appelle, au niveau des centres-villes ici, derrière même ligne. Il y a un hôtel qui est là, qui est géré par les Indiens, Royal Hotel, je pense, l'hôtel Royal, exactement, l'hôtel Royal. Eh bien, ils ont pris un gars qui travaille à BGFI Bank, à qui on a posé des questions, et on a fabriqué toutes ces faussetés-là, où on a volé quelques documents qu'on a traficotés, tout simplement. Et je l'avais dit la fois dernière, c'est pour à la fois faire chantage au président Tshisekedi, parce que ils aimeraient que le président Tshisekedi modifie les codes miniers que Joseph Kabila a laissés. Avant d'arriver là, Jean-Marie Kassama, vous avez quand même un avantage parce que vous avez travaillé dans les deux mondes. Oui. À la fois, vous avez travaillé dans les médias internationaux. BBC, ça veut dire British Broadcasting Corporation. Et ici, en République démocratique du Congo, les gens se posent cette question, surtout du côté technique. Est-ce que dans le temps qu'ils ont présenté, à savoir quelques mois, l'on peut analyser 3,5 millions de documents avec autant de journalistes? Faux et archi-faux. D'abord, techniquement, ce n'est pas possible. 3 500 000 documents qui appartiennent à une banque. D'abord, BGFI, c'est une filiale, une petite filiale de cette banque panafricaine qui est la BGFI. Les 3 500 000 documents, vous allez les voler de la BGFI par quel moyen? Donc, vous allez casser la banque, vous allez récupérer le papier, et ces papiers, vous allez les transporter par quoi? Par conteneur, par camion entier. 2, vous allez vous installer dans quel bureau? Pour traiter avec quel personnel? Pendant combien de temps? D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont travaillé durant 9 mois. Le 9 mois, ça coïncide avec la période de Covid. Nos frontières étaient fermées. Alors, comment vous allez arriver au Congo? Vous allez prendre 3 500 000 documents que vous allez ramener à l'aéroport d'Indjili, que vous allez transporter en Europe. En Europe, vous avez quelle logistique? Tout ceci est faux. C'est tout simplement pour manipuler les petits esprits, pour les faire comprendre qu'on a le document, etc. Regardez le narratif qu'ils ont. Ils racontent la même chose pendant 4 jours. La même chose, c'est Sud Oil, qu'ils ont d'ailleurs présenté comme étant une société qui est dans un garage à Télé 50. D'abord, à Télé 50, il n'y a pas de garage. 2, moi je ne connais pas Sud Oil. Troisièmement, vous dites, on a travaillé avec 19 médias. Le bureau de BGFI, de BBC d'abord à Kinshasa, il est fermé en ce moment. Ils ont fermé parce qu'ils n'ont pas cautionné qu'on puisse utiliser les noms de la BBC dans cette affaire. Deuxièmement, au niveau des radios France Internationale, il n'y a que Sonia Rollet qui prend la paternité de cette affaire. Les correspondants des RFI ici à Kinshasa, ils ne sont même pas associés. Si vous demandez à tous ceux qui sont ici pour RFI, ils ne sont même pas au courant de cette affaire. Et puis troisièmement, la banque BGFI est en connexion avec les réseaux bancaires mondiaux. Ça veut dire que les transactions au niveau financier, moi j'ai fait 10 ans de banque, et à haut niveau. Lorsque vous faites des transactions, que ce soit les virements, que ce soit les dépôts, que ce soit les retraits, etc., lorsque ça dépasse même seulement $5 000, TRACFIN, au niveau international, ils sont au courant. Interpol est au courant. Tous les milliers qui structurent les flux financiers sont au courant. Même les Western Union que vous voyez ici. Jean-Marie Kassama, ils ont fait croire, en tout cas moi j'ai compris ça comme ça, que
la BGFI Bank, c'est la banque de Kabila. C'est Joseph Kabila qui a créé cela. Est-ce que c'est possible? Faux. La BGFI Bank, c'est une banque d'abord gabonaise avec des actionnaires gabonais et français. Elle fait partie du groupe la Banque Atlantique qui est banque française. Il y a aussi des actions françaises là-dedans. La BGFI Bank a des filiales dans beaucoup de pays d'Afrique. Au Congo, Brazzaville. Ici au Congo, Kinshasa, la BGFI était là depuis seulement 2012. Ensuite, une filiale ne prend aucune décision importante sans la caution de la maison mère. La maison mère se trouve à Libreville et tout le monde sait que le Gabon, c'est le précaré de la France. Et donc, le monsieur Sélémani dont on parle n'était que le directeur de la filiale de Kinshasa, qui n'avait pas, on va dire, l'exclusivité de la décision. Si par exemple il veut prendre une décision importante, il doit se référer à la maison. C'est comme Ecobank, c'est comme Afriland Bank. Toutes ces banques ne sont pas autonomes du tout. Et donc, Joseph Kabila n'a jamais créé une banque. C'est M. Sélémani était employé comme tous les autres employés. D'ailleurs, il a quitté BGFI Bank. Et la BGFI continue à fonctionner. Et donc, affirmer que Joseph Kabila a mis en place une banque et avec cette banque, il a commencé à ponctionner l'argent de gauche à droite, c'est faux. C'est tout simplement jouer avec le subconscient des gens un peu naïfs pour faire le relais entre voilà, la BGFI Bank et Joseph Kabila. Et je vais à titre d'exemple, la BGFI Bank, grâce à son côté souple, parce que ce sont les capitaux africains, a pu aider la RDC à organiser beaucoup d'événements avec notamment des facilités, comme toutes les banques le font, comme la Rabobank le fait. C'est ça le métier de la banque. Et quand une banque, par exemple, prête à un État, et l'État rembourse, c'est légitime. C'est ça le métier de la banque. Alors, présenter la BGFI Bank comme étant une banque mafieuse, sulfureuse, oui, il se passe des choses, c'est faux. Aujourd'hui, la Rabobank d'ailleurs, plutôt la BGFI Bank, a rectifié, ou plutôt publié un communiqué pour dire que toutes les opérations qui s'y passent sont des opérations régulières. Ils ont par exemple évoqué la société Igal, voulant indexer Maman Olive parce qu'elle appartient à Maman Olive. Mais Igal a publié un communiqué pour dire ils n'ont même pas de compte. Ils n'ont jamais reçu autant d'argent. L'IGF a même, comme je dirais, donné raison à Igal. Aujourd'hui, Igal, qui était vilipendé hier, est en train de faire des opérations avec l'État congolais pour l'importation de poissons qui va venir de la Namibie, etc., avec ses propres bateaux, etc. Donc, tout ceci est une distraction, tout simplement, à notre président. Est-ce que, justement, la santé politique de Joseph Kabila se porte tellement bien à ce point que l'on doit absolument, déjà, à ce moment, chercher à l'écarter? Non, seulement que, vous savez, le silence de Joseph Kabila, les côtés souverains, la passion pour le Congo. Si Joseph Kabila avait pris l'argent au Congo, qu'il était parti acheter des maisons en Europe, installer ça dans des comptes, etc. Ah oui, on allait d'abord, sortir ces comptes-là, bloquer cet argent, comme ils ont bloqué l'argent de beaucoup de dirigeants, et ne pas les renvoyer cet argent dans les pays d'origine. Ils ont fait avec Sassou Nguesso, ils ont fait avec Bongo, ils ont fait avec Obiangema, etc. Kadhafi, son argent qui est toujours en Suisse jusqu'à aujourd'hui. Le feu Kalonji du Tunga, son argent est resté au Luxembourg là-bas, Tchombe, pour ne pas le citer. Donc il y a beaucoup de dirigeants. Et Joseph Kabila ne s'est pas inscrit dans cette dynamique-là. Ce qu'il a pu gagner pendant 18 ans en tant que président, notre président est en train d'avoir ce qu'on appelle la dotation présidentielle en tant que chef d'État. On ne peut pas dire ne pas avoir l'argent, c'est aberrant quand même. Eh bien, il a investi au pays. Il a des fermes où travaillent les Congolais. La production de ces fermes profite au Congo. Il peut avoir 2 ou 3 immeubles dans lesquels louent les Congolais, où il y a des commerces qui sont gérés par les Congolais. Et c'est ça qui dérange. C'est l'homme qui a mis en place les codes miniers qui donnent aujourd'hui presque 10% à la RDC. C'est l'homme qui a organisé les élections sur fonds propres. Et ça a beaucoup dérangé. Et parmi les banques qui nous ont aussi un peu aidés à avancer un peu de moyens, je ne dis pas seulement la BGFI, il y avait aussi d'autres banques. Et c'est ça qui dérange jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que Joseph Kabila est un homme à battre. Et quand vous écoutez la population commencer à faire un comparatif
commençaient à chanter. Vous avez vu hier, quand il entrait par Kasumbalesa, les Congolais, comment ils accouraient, etc., etc. C'est ça qui dérange. Et puis les Occidentaux n'aiment pas voir deux nègres, ancien président, nouveau président. Au même endroit. Non, ils n'aiment pas ça. Il suffit d'écouter Herman Cohen. Son hantise, c'est Joseph Kabila. Il nous a vraiment fait vraiment. Il est insolent. Un mauvais coup. Il est insolent. Une blague de mauvais coup. Il avait dit à un jeune homme que j'avais reçu ici, Marius Munga, que vous allez voir Joseph Kabila dans un an, il ne sera rien, oublié. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas oublié Joseph Kabila. Et donc, c'est un chantage qu'on fait à notre président. Et d'ailleurs, il y a même des documents qui se baladent, que notre président aurait demandé à Poutine de lui donner de l'aide. Donc ça n'attaque pas que Kabila, mais également Tshisekedi. Mais bien évidemment. Il y a des listes même des gens de l'entourage du président qui auraient acheté des maisons à Bruxelles, à Londres, ou au Canada, ou sa famille qui serait maintenant dans les mining au Katanga et tout ça. Donc, non, c'est de mauvais goût. Moi, j'apprécie énormément la tendance qui commence à s'installer maintenant. C'est ce que j'ai toujours dit ici. L'apaisement. Que ce soit sur Bakonga qui vient d'être relaxé, j'avais dit à l'époque que Bakonga n'avait pas détourné l'argent. C'est Georges Kapiamba, mon ami, qui avait tweeté par, on va dire, du sensationnalisme comme d'habitude. D'ailleurs, on rigole avec lui tous les jours. J'ai dit, les 2 millions que Joseph Kapiamba avait dit qu'on avait attrapé avec Brazzaville, j'ai demandé à mes amis de Brazzaville, ils n'ont jamais trouvé. Et il n'a pas été, lui, Bakonga, interpellé pour cela. C'est pour un peu d'argent liquide qui était sur lui. Justement dans les finances internationales, tu ne peux pas te balader avec plus de 10 000 $, etc. À partir de là. Ça va être justement le prochain sujet à question, parce que les gens se sont posés des questions. On l'a arrêté, condamné pour 3 ans. Subitement, 6 mois après, un jeudi soir, il remonte dans sa Jeep, destination. Mais d'abord, il s'avère que ce n'est pas très prouvé, ce n'est pas aussi grave que ça. Quelqu'un il a beaucoup d'écoles, un ancien ministre, c'est un opérateur économique. C'est prenait avec 20 000 $, c'est rien du tout. Il y a des gens ici, des petits commerçants, excusez-moi du peu, qui se baladent avec 100 000 $, qui vont à Dubaï, à Ngwanzou, partout, avec beaucoup de liquide. Et lui, ancien ministre, il était presque ministre encore, il venait de sortir du gouvernement, se balader avec 20 000 $, c'est rien du tout. Et donc, c'était par, on va dire, la justice populaire. Comme ça faisait un peu d'agitation. Oui, l'agitation. Il a été un peu. Il fallait trouver un bouc émissaire. Voilà, dans la foulée. Il a été un peu, je dirais, un peu victime de cela. Maintenant que on l'a un peu relaxé, ça y va aussi de ce qui est en train de se passer avec les religieux. J'avais des conseils ici de ne pas stigmatiser les religieux. On va y arriver, mais comme on est à l'adresse Makala, j'aimerais également avoir des nouvelles de Vital Kamerhe. Finalement, c'est le seul prisonniers que ce pays compte dans le domaine politique. On a arrêté beaucoup de politiques, Etienne Longondo et tous les autres. Ils sont sortis, poudre à la tête, ils ont festoyé. Il n'y a que Vital Kamerhe qui reste dans cette position. Pourquoi? Bon, je pense que Vital Kamerhe, c'est plus c'est symbolique. C'est symbolique parce que c'est très fort. Vous savez, l'affaire de son jour, la personnalité de Vital Kamerhe, ce qu'il représente encore aujourd'hui dans le sillage de Félix Tshisekedi, ça ne va pas. Si Vital aujourd'hui, on dit il est sorti de prison, tous les bruits qu'il y a eu. État de droit. Oui, tous les bruits. La symbolique qui était autour du procès Vital Kamerhe, d'ailleurs, celui qui l'avait jugé, il est président de la Cour, comme président de la Cour constitutionnelle. Vous voyez les nouveaux. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un mécanisme, on va dire, de relaxation de Vital Kamerhe progressif, qui va faire que Vital Kamerhe, qui n'est pas vraiment 100% en prison, il est quelque part centre Nganda, enfin, il n'est pas vraiment en Makala, enfin en prison. Il faut que l'opinion oublie. Il faut que ça soit quelque chose qui va aller un peu dans une dynamique d'ensemble, de grâce, voilà, c'est un peu ça. On prépare l'opinion par rapport à cela. Et donc, il finira par sortir. Parce que dans les perspectives de 2023, s'il y a des crispations, vous voyez, Vital Kamerhe, Matata Mponyo, qui a bénéficié effectivement de cette même dynamique d'apaisement. Aujourd'hui, Bakonga, parce que c'était l'Équateur. Il reste maintenant Vital Kamerhe, et donc ça ne veut pas être très bon. Et vous ajoutez à cela les religieux, ça allait être encore pire.
C'est pour ça que Félix Tshisekedi, sur conseil, on va dire, de beaucoup de stratèges, on lui a dit qu'il faut décrisper rapidement pour aller dans le bon sens, sinon c'est la catastrophe. Parmi les mesures de décrispation, on va donc compter cette relaxation de Willy Bakonga. Oui, c'est dans ce sens-là. Parce qu'on a regardé dans la balance, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Pas grand-chose. Parce que la gratuité et l'enseignement, il est pour beaucoup, Willy Bakonga. Il a beaucoup travaillé pour la gratuité et l'enseignement. Willy Bakonga était devenu presque 100% union sacrée de Tshisekedi. D'ailleurs, il était quasiment dans les sièges. Et donc, c'était un peu dans la remise de prix, il sortait de Lunkamba et tout ça. Donc, ils ont eu comment dire, la symbolique qu'ils ont eu en ce moment-là. Maintenant, c'est fini, il faut apaiser. Et vous parlez de l'Église tout à l'heure, donc je vais vous poser des questions là-dessus. Bien évidemment, on est en train de sentir ce balai diplomatique presque brusque. On n'avait pas de nouvelles de cela avant, mais on voit carrément la République tout entière se rendre auprès des hommes d'église. D'abord Fridolin Ambongo, puis Okundoa hier. Il y a le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et même le Premier ministre, tous chez les religieux. Qu'est-ce que cela symbolise à votre avis? D'abord, sur le plan de la stratégie communicationnelle, c'est une faute. C'est une faute. Pourquoi? Parce que la République ne pouvait pas aller discuter, même si c'est l'Église catholique. La République, c'est la République. Il aurait fallu utiliser, on va dire, des stratèges, des émissaires, où le président de la République pouvait même lui-même recevoir à huis clos les religieux un à un. Moi, je vois mal le président qui appelle personnellement en Bongo, monsieur le cardinal, est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir me voir? Il allait venir. S'il appelait le monsieur de l'ECC, il allait venir. S'il lui envoyait, on va dire, François Béat, qui était un homme très respecté, il allait le recevoir et traiter tout ceci à huis clos. Envoyer toute la République chez Ambongo, chez l'ECC, c'est effectivement montrer que la situation était gravissime. Était gravissime. Et tant mieux, si ça peut, on va dire, décrisper automatiquement et très rapidement. Mais c'est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que ça met en difficulté tous qui ont diabolisé et la SENCO et les CC. Ils ont quelle tête? Notamment, si on peut les citer, le parti présidentiel, voilà. L'IDPS. Lambert Mende que j'ai reçu ici. Par exemple. Il va avoir quelle tête? Lorsque Ambongo si présent est aujourd'hui courtisé par la République. Le Premier ministre, le président des deux chambres, plus les conseillers spéciaux du président de la République. Il va avoir quelle tête, Lambert Mende? Les militants de l'IDPS, tous qui ont traité Ambongo de voleurs, Cholet de menteurs, etc. J'avais expliqué ici plus d'une fois qu'il ne faut pas minimiser l'Église catholique. L'Église catholique, c'est mondial. L'Église catholique, c'est la CIAE, c'est les services, c'est les interactions. C'est les paroisses à travers la République, y compris l'Église protestante, qui sont deux d'importation étrangère. Le président était à Rome, certainement qu'il a écouté certains proches du pape. Ils ont dit non, allez vous entendre là-bas. Il était en Angleterre, l'Église protestante est d'obédience, enfin d'origine anglaise. Est-ce que vous comprenez? Et puis tous les services de renseignement ont dit, mais si vous n'êtes pas avec les églises, vous allez rester avec qui? C'est pour ça que situation compliquée. Ce qui s'est passé, c'est vraiment très grave par rapport à l'exposition de la République. Aujourd'hui, on requinque maintenant Ambongo. Ambongo qui parle, lui, devant, la République derrière. Il peut dire toutes les phrases, voilà, on est ensemble, on est pour la paix, etc. Mais on sent qu'il est en position de force. Il est renquinqué. Maintenant, les autres, là, Kamba. Oui. Qui ont dit, nous, on est majoritaire, voilà, on a pris la décision, c'est Kadima, maintenant. Ils vont se sentir comment? Or, nous qui avons appris la stratégie, notamment, lorsque vous êtes en négociation avec quelqu'un, lorsque quelqu'un vient vous demander pardon, il vient vous demander que vous entrez dans bonne grâce, la main qui donne, elle est toujours au-dessus. Maintenant, c'est Ambongo qui va donner. Il va maintenant offrir
sa disponibilité, il va dire on va relaxer la situation. Parce qu'il a prononcé une phrase qui n'est pas passée inaperçue. On va répartir sur des nouvelles bases. C'est que beaucoup de gens ont compris comme un adieu Kadima, par exemple. Mais oui, mais parce que recommencement du processus. Il se murmure déjà. Il se murmure déjà que Kadima va présenter sa démission et qu'on va reprendre le processus. Mais on a perdu du temps. Parce qu'il faut intégrer ces temps pour 2023. Or, les jusqu'au boutistes que je disais ici, qui disaient au président non, il faut y aller, on va mettre Kadima en place, ça va fonctionner, c'est pas grave. C'est que les Kinois disent les Congolo force. Ils ont quelle tête aujourd'hui? Nous qui proposions d'apaiser la situation, comme je l'ai dit encore une fois, d'apaiser la situation. Cette situation-là, c'est ce que nous avons proposé en son temps. Quand le président revenait du voyage, il aurait fallu recevoir en Bongo, recevoir le monsieur des SCC, à huis clos. Eux-mêmes, ils étaient demandeurs. Ces gens-là, ils ont dit au président, non, il ne faut pas les recevoir. Aujourd'hui, on y est là. Et donc, quand moi j'ai dit ici, beaucoup de ceux qui tournent autour de notre président lui donnent de mauvais conseils. Ils lui donnent de mauvais conseils. Pourquoi? Parce que le pays ici, c'est un pays de compromis. C'est ça le compromis. Ce n'est pas un pays de compromission, mais de compromis. La RDC ne peut aller de l'avant que lorsque vous écoutez votre vis-à-vis, vous essayez de lui donner une part de ce qu'il peut avoir, hein, comme à l'époque, Lumumba avait donné à Kasavubu la présidence de la République. Tout à fait. Comme Mobutu avait fait l'alliance avec Tshombe, rappelez-vous, avec Kasavubu, lorsque Tshombe est venu à Kinshasa, il a été Premier ministre. Lorsque Mobutu, à 2 ou à 3 reprises, a fait la passe à Nguz Carlibonde, la passe à Tshisekedi Etienne lui-même, lorsque Joseph Kabila a fait le 1+4, lorsqu'il a travaillé avec Gizenga, il a travaillé avec le fils Mobutu, Zanga, lorsqu'il a fait les concertations nationale, en faisant venir les gens de Bemba, les gens du MLC au pouvoir, oui, les Thomas Louak et les autres, et Kengo aussi, jusqu'à ce qu'il a pu travailler avec les gens de l'IDPS, les Chibala, les Badibanga, etc. Et on a abouti au processus aujourd'hui de passation de pouvoir équitable. Tous ceux qui sont là derrière, c'était des collaborateurs de Joseph Kabila. Le Premier ministre Sama était le ministre de Kabila de sport. Bati, ministre de l'économie. Mbosso, vice-ministre de la Défense. De l'ESU aussi, oui. De l'ESU aussi, de la Défense aussi. Et directeur général de la DGM, jusqu'à ce que Félix Tshisekedi est arrivé de la DGM, il est devenu conseiller spécial. Et je pense, d'après certaines indiscrétions, Joseph Kabila voulait glisser un mot avec son frère. Ils étaient en train de manger. François Beya serait un bon conseiller spécial. Et il est très bon conseiller spécial, François Beya. Donc ça se passe bien. Merci beaucoup pour ces analyses. Peut-être que l'on va terminer avec un message de sensibilisation. Jean-Marie Kassamba, vous avez pris très au sérieux la pandémie de coronavirus qui a ravagé le monde dès les débuts. Vous étiez parmi les premiers à prévenir qu'il fallait prendre ça au sérieux pour sauver des vies. Vous avez même, je me souviens juste là où je suis assis, vous vous êtes prêté à l'exercice et lavage de mains. Nous sommes à l'heure de la vaccination. Quel message vous avez à passer aux Congolais, aux Africains, au monde actuellement? J'ai des images que les gens verront plus tard. Je suis effectivement parti me faire vacciner hier, Moderna, ici à Kinshasa, parce qu'effectivement, cette pandémie va vraiment durer longtemps. Au-delà des gestes barrières, il y a effectivement un risque lorsque vous ne prenez pas de précautions, et surtout par la vaccination. Le corona existe réellement, il y a beaucoup de gens qui sont décédés avec, ça crée beaucoup de dégâts. Moi, ce que je recommande, là je fais publicité pour personne, c'est il faut vous vacciner. Vous vacciner pourquoi? Ce n'est pas pour empêcher de contracter, c'est tout simplement pour diminuer, on va dire, la virulence de la maladie. Parce que même si vous êtes contaminé, mais tout en étant vacciné, vous n'allez pas développer la version, on va dire, sévère de la maladie.
Et donc, c'est une maladie qui a été fabriquée en laboratoire, c'est aujourd'hui un chantage quasi international. Eh bien, il faut prendre des dispositions pour, ne serait-ce que, limiter les dégâts. Moi, je l'ai fait hier. Je vous donnerai les images tout à l'heure pour exploitation, on va dire, à la télévision, pour que les gens soient sensibilisés quant à ce. Et malheureusement, la Banque mondiale ne m'a pas payé, ni le gouvernement, pour faire ce travail-là, mais je l'ai fait parce que, à titre personnel et pour le peuple, pour qu'ils voient l'exemple. Alors, je vais remercier tous les amis qui m'ont demandé, il faut vous vacciner, il faut vous vacciner. Je l'ai fait. Voilà, allez, Kofi Olomide, tous les ministres, notamment le ministre de la Santé, tout le monde me disait, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Mais je l'ai fait aussi pour moi. Parce qu'il me disait, fais-le pour moi. Vraiment, j'aime qu'à faire le pour moi. Même Jikaka m'a demandé de le faire. Parce que lui aussi est vacciné. Si, il est vacciné. Tout le monde, enfin, tous ceux que je connais, Coco Claudia, vacciné. Tout le monde est vacciné. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces analyses, pour cette sensibilisation sur la vaccination. Il faut se vacciner pour se protéger, comme c'est écrit à l'écran. J'espère que le conseil a été suivi et nous aussi à TS50. Et c'est gratuit en Ngaliema. Tout à fait. C'est gratuit. Et vous pouvez aller dans d'autres centres, c'est moyennant, on va dire 15-10 dollars. C'est vraiment par rapport à la gravité. C'est une maladie qui peut vous attaquer très rapidement. Et vous laissez tout ce que vous avez pour 20 dollars. Donc, il vaut mieux aller se faire vacciner, c'est important. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce numéro des sous des cartes. On a appris comment aller l'Afrique, la sous-région, la RDC, le monde avec cette situation de coronavirus. En tout cas, merci Jean-Marie Kassamba de vous être prêté à cet exercice. Et bon courage. Et encore, je réitère les félicitations que je reçois de l'excellent présentateur et journaliste de Télé 50. Voilà. Je l'ai pris bébé. Il est devenu grand monsieur que vous aimez bien. Continuez à les soutenir, même y compris mes amis de l'IPEN. Hein, voilà. Merci beaucoup. 50 bonjour est terminé. Vous l'aurez compris. Restez sur nos antennes pour la grande édition du journal qui va terminer. On va terminer probablement avec des vœux d'anniversaire de nos téléspectateurs qui nous suivent. Je vois que la régie a préparé cela. Donc, heureux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans.